Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de reprendre langue avec votre émission 21h, le grand rendez-vous. Une émission que nous organisons 10 jours après l'élection présidentielle qui a eu lieu au Gabon le 12 avril dernier. Et l'élection présidentielle qui avait donc vu la participation de 8 candidats. Le 13 avril, le ministère de l'Intérieur a donné donc les résultats provisoires de cette élection présidentielle qui avait vu la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema avant que le ministère de l'Intérieur, quelques jours après, ne vienne à nouveau faire un point sur les résultats de cette élection présidentielle remportée par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec plus de 94%. Les résultats qui sont actuellement à la Cour constitutionnelle, la Cour qui va donc proclamer officiellement ces élections présidentielles, la Cour qui va donc venir officiellement entériner la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema comme président de la 5e République au Gabon. Dans cette émission, on fera le point sur cet enseignement au regard de cette élection présidentielle. Pour la première fois, aucun recours n'a été enregistré au greffe de la haute juridiction. On fera également le point sur la nouvelle architecture institutionnelle et politique qui se mettra en place après la prestation de serment attendue du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Jonathan Ntoutoum-Ngom en sa qualité d'universitaire. Il est docteur en géopolitique et en géostratégie. Monsieur Ntoutoum-Ngom, bonsoir. Bonsoir. Et je reçois également sur le plateau de l'émission 21h le grand rendez-vous sur Télé Africa, Jean-Christian Kombila, journaliste principal, mais également coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Jean-Christian Kombila, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Pambo. Et dans cette émission, on vous diffusera également deux extraits de déclarations qui ont été faites par Jonathan Inyumba, ministre, mais également responsable politique de la province de la Nyanga, et Angélique Ngoma en sa qualité de secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Alors messieurs, on est quelques jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo. Élection présidentielle remportée par Brice Clotaire Oligui Nguema avec plus de 94% de suffrages. Les Gabonais qui ont donc accordé leur suffrage majoritairement au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je l'ai dit en introduction, Jonathan Ntoutoum-Ngom, le fait inédit de cette élection présidentielle, c'est que ces résultats qui sont actuellement à la Cour constitutionnelle, qui sont donc passés au crible, au peigne fin par les juges constitutionnels, le sont dans un contexte plutôt d'accalmie, de lendemains électoraux apaisés, parce qu'aucun des 7 candidats opposés à Brice Clotaire Oligui Nguema n'a introduit un recours en annulation de ce scrutin au greffe de la Cour constitutionnelle. C'est inédit. Oui, merci. Merci pour cette invitation, cette énième invitation sur ce plateau. Cette fois pour commenter, analyser les lendemains post-électoraux après le scrutin du 12 avril dernier. L'élection présidentielle du 12 avril dernier comporte donc plusieurs faits inédits. Plusieurs faits inédits dont l'un est celui que vous relevez là, c'est-à-dire avec l'examen des procès-verbaux des élections, l'examen des résultats, jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune demande en annulation ou bien aucun recours à la Cour constitutionnelle, contrairement à ce à quoi nous avons assisté depuis 1993, c'est-à-dire lors de la première élection présidentielle post-conférence nationale. Nous avons toujours eu des élections où le contentieux électoral avait été lourd, c'est-à-dire tous les candidats, en dehors de celui qui était déclaré vainqueur, tous les candidats déposaient des recours en annulation à la Cour constitutionnelle. Que ce soit lors de l'élection présidentielle de 1993, comme je l'ai dit, la présidentielle de 1998 avec en ligne de pointe Pierre Mamboundou, très véhément, après la véhémence manifestée par Paul Mbabé Sol
en 1993 et bien d'autres candidats. En 2005, une fois de plus, c'est Pierre Mamboundou, parce qu'il portera l'affaire à la Cour constitutionnelle, où il va avoir une altercation vive avec la présidente de la Cour constitutionnelle de l'époque, Mme Marie-Madeleine Boranzo, et Mamboundou va claquer la porte de la Cour constitutionnelle en pleine audience. Et après s'être réfugié à l'ambassade, dans une ambassade étrangère. Et puis en 2009, là aussi, le contentieux électoral, après la déclaration d'Ali Bongo, la victoire déclarée sur Ali Bongo Ondimba, on a vu les André Baobam, Maître Lubin, aujourd'hui ministre, c'est bon pour l'histoire, était l'un des avocats, l'un des conseils d'André Baobam. Et puis en 2016 encore, je pense qu'en 2016, il y a eu quand même un fait inédit, j'en parle parce que j'ai été un des porte-parole de Jean Ping à ce moment-là. Il y avait eu éclatement, disons, il y avait eu deux écoles. La première école qui pensait qu'il ne servait à rien de porter recours à la Cour constitutionnelle, puisqu'on avait déclaré la Cour constitutionnelle comme étant la tour de Pise, qui ne se penchait que d'un côté. Et puis, il y a une autre école qui a pensé qu'il faut respecter les institutions de la République et qu'il fallait porter, porter réserve à la Cour pour l'annulation de l'élection de 2016. Et je pense qu'après le rendu, ceux qui avaient pensé que ce n'était pas la peine ont crié sur ceux qui ont pensé qu'il fallait respecter les institutions. Ceci dit, en passant que toutes les élections ont toujours été marquées par des lendemains post-électoraux très chahutés et avec un lourd contentieux. Mais pour la première fois que les Gabonais vont avoir une élection où aucun recours n'a été déposé à la Cour constitutionnelle parce que les résultats sont clairs, nets, les résultats sont inédits. Une élection qui a été sérieusement bien organisée, alors que sur ce plateau, il y avait plusieurs qui ne voulaient pas que l'organisation de l'élection d'amont en aval fût confiée au ministère de l'Intérieur. Je pense que je faisais partie de ceux qui pensaient, après le dialogue, que le ministère de l'Intérieur méritait qu'on lui fasse à nouveau confiance, après que cette confiance lui a été retirée en 1993 et 1990. Donc, voilà ce fait inédit, c'est qu'aujourd'hui, les Gabonais sont tout à fait apaisés, les Gabonais sont dans une quiétude jamais égalée, aucun recours en annulation de l'élection de la part des perdants. Et on nous a toujours reproché, et je termine par là, on a toujours reproché aux perdants d'une élection présidentielle au Gabon ou à toute autre élection intermédiaire de ne pas souvent reconnaître leur défaite et d'avoir un mauvais rapport à la loi. Mais cette fois-ci, je pense que l'exemple est donné, c'est que ceux qui ont perdu, le reste des 7 candidats, s'est rendu compte de la clarté des résultats, s'est rendu compte d'un résultat qui ne souffrait d'aucune contestation et qu'il ne fallait pas perdre le temps à aller porter recours à la Cour, réserve à la Cour constitutionnelle. Je vais revenir vers vous, Jonathan Toutoum. Comme vous venez de parler d'une organisation quasiment parfaite, aboutie, Jean-Christian Combina, mais on sait quand même que les résultats de cette élection présidentielle du 12 avril dernier ont été rendus publics par le ministre de l'Intérieur le lendemain seulement, 24 heures. Autre fait inédit, après l'élection, donc le 13 avril, le lendemain de l'organisation des élections, en donnant Brice Clotaire Oligui Nguema vainqueur de cette élection avec 90,35%, mais quelques jours après, le même ministre de l'Intérieur est revenu pour donner d'autres résultats créditant désormais Brice Clotaire Oligui Nguema de plus de 94%. Alors, il y a eu quelques interprétations ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, au sujet de ces résultats qui ont été rendus publics la deuxième fois. Est-ce qu'il y a eu donc des réajustements de la part du ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait? Déjà, il faut saluer l'évolution de la mentalité générale, n'est-ce pas, du peuple gabonais au cours de cette élection. Les candidats à l'élection présidentielle, notamment les perdants, font également partie de ce peuple-là. Et donc, au cours de cette élection,
il n'y a pas eu véritablement de passion, il n'y a pas eu d'animosité exprimée par les perdants envers à la fois le processus électoral et surtout envers l'organisation de ce processus-là. Donc il faut saluer ici l'organisation par le gouvernement de la transition de cette élection présidentielle. Il faut également saluer la maturité manifestée par l'ensemble du corps électoral, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de contentieux, mais là aussi, ça peut être une explication à trouver dans la stature aussi des hommes politiques qui se sont présentés à cette élection. Tout à l'heure, Jonathan Doutoum évoquait la mémoire des personnalités marquantes comme Pierre Mamboundou, comme André Baobam et sans doute d'autres encore. Mais ces personnalités-là s'étaient battues toute leur vie pour accéder, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Et donc on pouvait tout à fait comprendre que ces personnalités-là, à l'issue de chaque élection, trouvaient à redire. Or, aujourd'hui, on a eu en face du président démocratiquement élu des candidatures qui étaient davantage des candidatures de témoignage. Ce ne sont pas des candidatures qui se sont avérées potentiellement présidentiables. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, on peut parler de victoire trop facile de Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce qu'il faut le voir sous ce prisme-là en disant qu'il avait face à lui, passez-moi l'expression, du menu fretin, comparativement à ces candidats des années 90 que vous avez cités comme Pierre Mamboundou, comme Pierre Liua Gonjo Kawe, comme l'ont été les Jean Ping, le Paul Mbabessol par exemple, où c'est finalement Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été trop fort au regard de sa vision, de la marque qu'il a implémentée depuis son arrivée à la tête du Gabon le 30 août 2023. Chaque contexte politique façonne ses acteurs politiques. Brice Clotaire Oligui Nguema est l'homme du contexte politique de l'heure. Et ses adversaires ne le sont pas. Et donc le peuple a choisi l'homme du 30 août, et qui est également l'homme du moment, l'homme de ce moment historique-là. Donc il n'y a pas de victoire facile. L'homme du 30 août et ses frères d'armes ont posé un acte sacrificiel que le peuple a jugé digne d'être salué, digne d'être récompensé démocratiquement dans les urnes. Et donc, il n'y a pas de victoire facile. La victoire a été construite patiemment au cours de ces 19 mois de transition. On a vu le comité pour la transition et la restauration des institutions à l'œuvre. Et c'est au cours de ces 19 mois que le candidat, le président candidat a construit sa légitimité. Donc maintenant, tout à l'heure, vous avez fait mention de la célérité avec laquelle le ministre de l'Intérieur a rendu les résultats, ce qui est inédit. Mais vous vous souviendrez, M. Pambou, que le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, a multiplié les initiatives pour pouvoir se nourrir des expériences vécues par des pays partenaires du Gabon. Le ministre de l'Intérieur était au Sénégal et au Sénégal, justement, il y a cette tradition, n'est-ce pas, de célérité dans le rendu des résultats. Et donc, sans doute que à l'école de cette expérience sénégalaise-là, le gouvernement a beaucoup appris. Donc, sur les résultats qui ont été finalement été corrigés par le ministre de l'Intérieur, qui avait d'abord donné des premiers résultats avant de se raviser. Écoutez, lorsque l'on voit la mobilisation populaire qui a entouré cette élection, lorsque l'on voit la participation, n'est-ce pas, du corps électoral mobilisé pour cette élection-là, on ne peut pas être surpris de ces résultats-là. Et le mérite du ministre de l'Intérieur, c'est d'avoir pu corriger, n'est-ce pas, ce qui devait l'être, n'est-ce pas, car il fallait absolument que le résultat soit conforme, n'est-ce pas, aux statistiques données justement pour coller à la réalité globale
de ce résultat-là. Jonathan Toutoum Ngom, là j'interroge évidemment l'universitaire. Vous avez sur les réseaux sociaux commis un post sur justement ces statistiques qui ont été élaborées et rendues publiques par le ministère de l'Intérieur en rapport avec les résultats de cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir le ministre de l'Intérieur venir à nouveau justement en toute humilité corriger et mettre sur la place publique des résultats en rapport avec ce travail qui a été fait pour finalement faire en sorte qu'il y ait la manifestation de la vérité? Bon, mais je pense que dans la pratique, on ne peut pas en vouloir au ministre d'avoir opté pour une organisation parfaite des élections. Et je pense que c'est cette motivation qui l'a poussé à venir corriger les résultats, mais des résultats qui avaient déjà fait l'objet de critiques, pas dans le sens de les contester, mais dans le sens de minimiser ce résultat, parce que, ceci dit en passant, lorsqu'on faisait la sommation, selon les données chiffrées du ministère de l'Intérieur, lorsqu'on faisait la sommation de tous les scores obtenus par les candidats, on s'est rendu compte que la somme donnait 95% et il manquait environ 4,81%, comme ça si je ne me trompe. Et que de ce point de vue, je pense qu'en procédant par la rigueur dans les calculs, on s'est rendu compte en posant, par exemple, c'est la simple démonstration que moi j'ai eu à faire, qu'en posant la règle numéro 3, c'est-à-dire en prenant le résultat, le suffrage de Brice Clotaire Oligui Nguema, en posant la règle de 3, tout simplement, on s'est rendu compte que son résultat pouvait progresser de 90,35% à 94 et quelques pourcents. Donc, cela a été démontré, mais le véritable problème, c'est qu'il y aura viol de la loi, parce que le ministère de l'Intérieur ne doit pas corriger. Cet exercice revenait à la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau qu'il y aura une erreur. Mais en l'espèce, autrement dit, le ministère de l'Intérieur annonce les résultats et son rôle s'arrête là. Le rôle correctif est celui de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi, par exemple, dans mon poste, moi, j'ai posé le problème en disant qu'il y aura nécessité ou possibilité de réajustement par la Cour constitutionnelle. Parce que dès que le ministère de l'Intérieur a déjà annoncé les résultats, il ne lui appartient pas de revenir pour une correction à quelque niveau que ce soit. Ce rôle devrait pouvoir, à la limite, peut-être en annexe, le ministère, en déposant les procès-verbaux à la Cour constitutionnelle, devait peut-être faire des observations et que ces observations devraient être tenues compte par la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau qu'il y a eu un petit problème d'inobservance à la loi électorale. Autrement dit, je pense que ce que nous avions souhaité, ou bien ce que notre démonstration mathématique a voulu faire connaître à la face du monde, c'est ce qui a été corrigé par le ministère de l'Intérieur, même si cela n'était plus de son rôle après avoir annoncé les résultats. Mais les résultats, évidemment, ont été corrigés et rendus publics. Et on a reconnu, évidemment, l'humilité du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement de la transition, par rapport à ce fait-là, qui ne remet évidemment pas en cause le processus abouti de cette organisation de l'élection présidentielle Jean-Christian Kombila du 12 avril dernier, qui a été salué non seulement par les observateurs nationaux, mais les nombreux autres observateurs internationaux et les médias internationaux qui ont également effectué le déplacement du Gabon pour couvrir sur l'ensemble du territoire l'organisation de cette élection présidentielle. Autre enseignement qu'on peut tirer, c'est celui relatif, évidemment, on l'a dit, au plébiscite. 94%, plus de 94% de suffrages donc remportés par Brice Clotaire Oligui Nguema. Quand on fait le point sur l'ensemble des 9 provinces du Gabon, on voit même qu'il y a 3 provinces qui se détachent par rapport au pourcentage qu'elles ont réalisé, ces provinces-là, celle du Wellington, du Haut-Ogooué et de l'Onyanga, avec plus de 98%. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement par rapport à ce plébiscite-là, ce raz-de-marée? Le plébiscite traduit, n'est-ce pas, la solidité du pacte de confiance qui a été conclu
tout au long de la période de transition par le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le peuple gabonais dans sa grande majorité. Maintenant, oui, il y a 3 provinces qui se détachent. Lorsque l'on analyse ou que l'on observe le comportement électoral des populations dans ces différentes provinces, autant dans la province du Wollentem et du Haut-Ogooué, on n'est pas totalement surpris, tant l'offensive du candidat et du gouvernement dans ces provinces a été une offensive réussie. Il y a eu toute une démarche de construction des infrastructures socio-économiques, notamment dans le Wollentem. Il y a des perspectives intéressantes en termes de création d'emplois, en termes de dynamisation du tissu économique dans cette province-là. Il y a aussi que c'est la province paternelle du chef de l'État, il ne faut pas avoir peur de le dire. Le Haut-Ogooué a une tradition électorale qui est connue et donc la province est restée fidèle, n'est-ce pas, à cette tradition-là, qui veut que de tout temps, la province a toujours voté, n'est-ce pas, en faveur du candidat qui exerce le pouvoir en période, j'allais dire, électorale. Et là aussi, il n'y a donc pas de véritable surprise, n'est-ce pas, de la part des électeurs de cette province-là. Mais le fait inédit, il faut le dire, est venu de la province de la Nyanga. Lorsque l'on connaît historiquement le comportement électoral, n'est-ce pas, des populations de cette province-là à l'égard des tenants du pouvoir, n'est-ce pas, on ne peut que questionner, n'est-ce pas, le fondement légitime, n'est-ce pas, de cette mobilisation. Mais ce fondement se trouve dans le dialogue franc et sincère que le président Oligui Nguema a eu avec les populations. Ce fondement se trouve aussi dans les perspectives de développement économique, n'est-ce pas, que le président de la transition et le gouvernement ont projeté dans cette province-là, Ouais. notamment avec la perspective de la construction du port en eau profonde de Mayumba, l'usine de marbrerie dans la province, le bitumage promis de la route entre Tchibanga et Mbadi. Donc ce sont là des promesses qui ont touché la sensibilité du corps électoral guinéen et qui ont fait en sorte que les populations se disent qu'il y a là une volonté réelle de transformer notre cadre global d'existence et nos conditions de vie au quotidien. Et donc, nous devons faire confiance au président candidat et c'est ce qui fonde justement ce pacte de confiance-là entre les Ninois et le président Brice Clotaire Oligui Nguema. On va écouter le propos du responsable politique, le premier responsable politique de la province de la Nyanga, le ministre Jonathan Inyomba, qui s'est justement exprimé à notre micro pour nous donner son point de vue sur cette forte mobilisation de la Nyanga derrière Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dans la rubrique reportage. La Nyanga a accepté non. J'avais dit au président quand il est rentré au gouvernement pour la première fois, en me confiant la gestion de la province, je lui avais dit que la Nyanga pourrait faire des résultats qui se prendront les gens. Et le président, nous avons fait fédérer certains cadres de la Nyanga et le président a démontré aux Ninois qu'il les aimait. Qu'il les aimait parce que en réouvrant l'Orante La Nyanga, qui va ouvrir dans les 6 mois qui suivent, si Dieu le veut, les travaux avancent très bien. C'était un grand projet, l'Orante La Nyanga. En ramenant l'usine de Doucéoussou, en nous permettant le port en eau profonde, les Ninois se sont sentis considérés
et aimer enfin que nous sortons de notre précarité. Ça a commencé avec l'élection du référendum. Vous avez vu les résultats de la Nyanga. Il fallait chasser cette affaire de 58 qui nous poursuivait. Et au présidentiel, on s'est mis là-dedans, avec tous les cadres. Il faut ici féliciter le président lui-même, il faut l'avouer, avec les projets, comme je viens de le dire, du port en eau profonde. Donc les Ninois sentent que le travail arrive chez nous. Ça veut dire que nos parents qui sont à Port-Gentil, à Mwanda, partout, voire même à Libreville, vont revenir au village. Les gens décrivent que nous ne sommes pas si nombreux, nous sommes la dernière province en matière des inscrits aux élections, mais ils ignorent qu'il y a plein de Ninois partout. Ils sont à Port-Gentil, ils sont à Mwanda, ils sont à l'estuaire ici à Libreville. Donc ces Ninois qui ont voté massivement pour le président, c'est le message venant du village. Quand ils ont compris que les gens au village avaient accepté Oligui, avec les projets qu'il annonce, ont voté massivement. Jonathan Toutoumgom, vous qui êtes féru d'histoire, lorsque vous écoutez Jonathan Inyumba, responsable politique de l'Onyanga, faire référence au référendum de 1958 qui a longtemps collé à ces populations de l'Onyanga comme étant la province qui avait dit non en 1958, qui semble-t-il peut-être payer cette posture prise en 1958 pendant plusieurs décennies, et voir aujourd'hui cette population accorder un suffrage aussi élevé à Brice Clotaire Oligui Nguema, le génie de celui qu'on disait comme étant finalement un inexpérimenté en politique semble véritablement prendre corps. Bon, vous savez qu'il y avait eu en 1958 cette problématique posée par le général de Gaulle qui avait estimé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il fallait une entrée progressive des États africains vers plus d'autonomie et peut-être plus tard vers l'indépendance à partir de la conférence de Brazzaville en 1944. Eh bien, il va organiser un référendum en créant d'abord la communauté franco-africaine où on disait oui, on restait dans la communauté franco-africaine pour un cadre d'apprentissage vers plus d'autonomie et peut-être plus tard l'indépendance. Et si on disait non, on entrait tout de suite à l'indépendance avec toutes les conséquences qui devaient s'en suivre. Deux faits vont donc marquer cette période au niveau de l'Afrique noire francophone. Il y a d'abord au niveau interétatique, c'est-à-dire entre les États, il y a un État qui va dire non au général de Gaulle et à la communauté franco-africaine. C'est la Guinée de Sékou Touré, en 1958, le 28 septembre 1958. Sékou Touré dira d'ailleurs cette phrase qui reste célèbre, « Vaut mieux être pauvre dans la liberté que d'être riche dans l'esclavage ». Et le général de Gaulle, qui va même oublier son chapeau en partant, va dire « La Guinée, vous voulez l'indépendance, eh bien, vous l'avez ». Et toutes les conséquences, les deux jours qui ont suivi, les cadres français, les coopérants français vont quitter la Guinée et tout le monde sait ce qui est advenu de la Guinée. Pas que le pays est pauvre, ce pays aujourd'hui dispose d'une des mines de fer les plus riches, le gisement de Simandou. Pas que le pays est pauvre, avec un potentiel hydrique énorme, mais tout simplement le fait d'avoir dit non à la communauté franco-africaine et la France ayant tiré les conséquences, ça a fait en sorte que la Guinée traîne l'image d'un pays pauvre. Au fond, elle ne l'était pas. Mais rendu dans la réalité interétatique, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur des États, il y avait eu ce coup de foudre qui nous est venu de la Nyanga avec des leaders historiques comme Souzat, avec son parti le Punga. Eh bien, alors que tout le pays va dire oui, même Léomba et Obama, qui semblaient ne pas s'entendre, se sont quand même unis à cette occasion pour faire en sorte que le Gabon reste dans la communauté franco-africaine. D'ailleurs, l'histoire reconnaît que Léomba n'a jamais voulu de l'indépendance du Gabon, puisque même jusque dans les dernières minutes, avant la signature des accords franco-gabonaises avec M. Debré, le Premier ministre de Gaulle, Léomba avait toujours voulu que le Gabon restât soit département d'outre-mer et comme les Antilles. Mais une province, une région, comme on disait à l'époque, a prouvé les velléités d'indépendance. C'est la Nyanga
qui à l'époque va démontrer un certain patriotisme, une certaine fierté patriotique, une fierté nationale qui est restée historique jusqu'à aujourd'hui. La Nyanga et Souzad et le Punga vont dire non au général de Gaulle. Mais vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ceux qui sont les vainqueurs de cette époque, le BDG de Léon-Bar et tout le reste, je pense que la Nyanga l'a porté pour avoir voulu voir le Gabon grandir comme un État, parce qu'il faut le reconnaître, la Nyanga a été la seule région qui a voulu que le Gabon soit un grand pays au sortir des années 1960. Et la Nyanga va traîner cette histoire de 1958 au point qu'on justifie aujourd'hui le retard pris au niveau des infrastructures, au niveau du développement, à cause donc de ce comportement qu'on qualifie de comportement rebelle, mais qui avait été, de mon point de vue, un comportement patriotique, un comportement nationaliste, parce que les Ninois, les frères Pounou, avaient une autre idée du Gabon que peut-être les contemporains aujourd'hui, nous commençons à comprendre, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du panafricanisme, tout le monde parle du nationalisme, mais ces notions avaient été très tôt comprises par nos compatriotes de la Nyanga. Tant pis s'ils l'ont porté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, s'étant rendu compte d'un autre acteur qui vient d'émerger et qui aime le Gabon, qui a des velléités nationalistes, malgré ce que peuvent dire certains activistes de mauvaise loi qui pensent que Brice Clotaire de Ligema s'est aligné derrière la France, mais il a prouvé son amour envers le Gabon. Et je pense que c'est cet amour envers le Gabon qui a réveillé aujourd'hui la velléité indépendantiste, patriotique et nationaliste des Ninois, pour que ces Ninois changent finalement de posture et accordent la majorité des suffrages à Brice Clotaire de Oligui Nguema. D'accord, je vais vous poser la question à tous les deux, puisque vous avez la parole, vous allez la garder, Jonathan Totumkom. Alors, ce pourcentage, ce score de 94, plus de 94%, remporté par Brice Clotaire Oligui Nguema, certains de ses adversaires, on le lit même aussi sur la toile, on dit que c'était une victoire à la soviétique. Est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema doit rougir quand on le dit? J'ai toujours pensé que l'histoire se nourrit de comparaisons. Mais il y a quand même des comparaisons qui ne méritent pas leur lieu d'être. Je pense que le contexte n'est pas le même. Jean-Christian a parlé tout à l'heure du contexte politico-historique. Je pense que le contexte de l'organisation des élections dans l'Union des républiques socialistes soviétiques était un contexte monolithique, c'est-à-dire c'était le parti unique, le grand parti communiste soviétique, avec des grandes figures comme Staline, Lénine, Brejnev et bien d'autres, les Léon Trotsky. Mais rendu dans l'histoire du Gabon, c'est quand même une élection démocratique multipartite qui est organisée, qui n'a rien à voir avec une élection monolithique dans le système soviétique de 1923, la création de l'URSS après la révolution russe, jusqu'en 1989, avec des figures comme Gorbatchev, qui va d'ailleurs achever avec l'existence de l'URSS. Donc c'était des élections où il y avait un seul candidat, un seul parti, un peu comme au Gabon, pour coller avec nos jeunes compatriotes qui nous suivent, pour coller avec l'histoire du Gabon entre 1968 et 1990 aussi. On pouvait dire aussi des scores à la gabonaise, parce qu'à cette époque, Omar Bongo va quand même faire 99,99%, mais avec un seul parti, il n'y avait pas de candidat en face, il n'y avait pas de campagne. On disait, il faut voter qui? Un seul candidat. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera en sorte que le père Paul Mbabesole entre dans une espèce de rébellion à partir des élections. Le parti unique de 1973, Mbabesole qui est prêtre à Makoukou et qui ne comprend pas, il dit aux gens à l'église, je ne comprends pas qu'on appelle des gens à une élection. Une élection signifie au moins 2 candidats. Mais à partir du moment où il y a un seul candidat, il n'y a pas d'élection. Et c'est là le début des problèmes entre Mbabesole et Bongo. Et donc, comparer le score d'Oligui Nguema dans une élection avec 7 autres candidats, avec plusieurs statuts, même s'il n'y avait pas un parti politique, mais tous étaient candidats indépendants, mais au moins une élection multipartiste. Cette comparaison n'a pas lieu d'être. Jean-Christian Kabila. Monsieur Pambo, déjà revenir rapidement sur
et la situation de la Nyanga, qui a toujours eu un comportement électoral et politique cohérent. Il faut dire, à la suite de ce que Jonathan Toutoum a dit au sujet du comportement électoral de la province du G5, qu'en 1958, lorsque la Nyanga a dit non au référendum, parce que la Nyanga s'était prononcée non pas pour l'adhésion à la communauté, mais pour l'indépendance directe, la Nyanga a eu finalement raison, du moins l'histoire lui a donné raison, puisque 2 années plus tard, en 1960, le général de Gaulle a fini par donner l'indépendance, n'est-ce pas, à notre pays, comme le voulaient les populations de la Nyanga. Maintenant, par rapport à, concernant le résultat que certains tentent de railler en disant que c'est un score à la soviétique. Non, ce n'est pas du tout un score à la soviétique, c'est un score légitimement obtenu dans les urnes parce que les populations gabonaises, dans leur grande majorité, ont compris l'importance des enjeux politiques, géopolitiques et économiques qui entouraient cette élection du 12 avril qui a fait rentrer notre pays dans la 5e République. Et donc les populations ont tenu à voter massivement le président élu démocratiquement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais maintenant, à ceux qui disent que c'est un score à la soviétique, moi je leur oppose, n'est-ce pas, ce qui s'est passé aussi dans les grandes démocraties, singulièrement en France, qui nous sert de référence. En 2002, lorsque Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouvent au second tour de l'élection présidentielle, il y a un front républicain qui se forme, n'est-ce pas, pour empêcher l'arrivée à l'Élysée de l'extrême droite. Et là, Jacques Chirac a obtenu un score dépassant les 80%. Il a eu là les votes aussi bien des électeurs traditionnels de droite que ceux de gauche et d'extrême gauche, ainsi que ceux du centre. Ouais. Donc là, la France, qui est l'une des plus grandes démocraties au monde, a vu son président être élu avec des suffrages allant au-delà de 80%. On n'a pas parlé de score à la soviétique. Et donc, on ne peut pas parler de score à la soviétique dans notre pays. C'est simplement que, ici, dans notre pays, n'est-ce pas, le corps électoral, dans son ensemble, a compris l'importance de ce tournant majeur, n'est-ce pas, qui s'est opéré dans notre pays et qui a fait rentrer notre pays dans la 5e République. Jonathan Toutoum, en termes de complément? Oui, je voulais relever un fait pour revenir sur le cas de la Nyanga, parce que Jean-Christian a dit tout à l'heure que la Nyanga avait voulu de l'indépendance et l'histoire va lui donner raison. 2 ans plus tard, le Gabon accède à l'indépendance. C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas sous cette forme-là que la Nyanga voulait de l'indépendance du Gabon. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 formes d'indépendance. Il y a eu l'indépendance acquise, l'indépendance arrachée, l'indépendance négociée et donnée. Or, l'indépendance qui va être celle du Gabon et bien d'autres pays sera une forme d'indépendance dont la Nyanga n'était pas fière, c'est-à-dire une indépendance donnée, négociée. C'est-à-dire le général de Gaulle a forcé le Gabon à aller à l'indépendance. Je pense que la Nyanga avait voulu d'une indépendance arrachée, à l'issue des urnes, comme un peu l'indépendance acquise par le Congo belge. Non, pas le Congo belge. Le Congo belge avait été une indépendance négociée avec la conférence de Bruxelles qui a vu la participation de Lumumba et Mary Patrice et de Kassavubu et bien d'autres acteurs. Mais ça a été une indépendance donnée par le général de Gaulle avec toutes les contraintes que nous avions eues avec la signature de ces accords. Or, l'indépendance qui a fait la fierté des Africains, même si cela va coûter cher à ces Africains-là, c'est l'indépendance de la Guinée, où cette indépendance avait été obtenue à partir des urnes. Et je pense que c'est cette forme d'indépendance que Souzat et la Nyanga et le Punga ont voulu, parce que ça devait être une indépendance arrachée fièrement par le principe démocratique. D'accord. Deuxième partie de cette émission 21h, le grand rendez-vous. L'élection présidentielle a eu lieu le 12 avril dernier. Annonce des résultats par le ministère de l'Intérieur. Brice Clotaire Oligui Nguema, crédité de plus de 94%. On est désormais 10 jours après dans un contexte de grande manœuvre, messieurs. Il y a une nouvelle architecture institutionnelle et politique qu'il faut donc dessiner, une redistribution des cartes sur le plan institutionnel et même sur le plan politique. La rubrique politique 2.0.
le PDG prendra part à toutes les élections politiques prévues et il prendra toute sa place, n'en déplaise à tous ses détracteurs, jouant à faire peur et à manipuler l'opinion nationale et internationale pour des desseins inavoués. Voilà, on confirme que ce n'est pas l'œuvre d'une intelligence artificielle, c'est bien la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais, le PDG Angélique Ngoma, qui s'est exprimée devant les médias il y a quelques jours et qui a tenu à mettre les points sur les i et les barres sur les t. Jonathan Tutumgom, on est donc dans un contexte, on va dire, au lendemain de la proclamation des résultats. Il y a eu cette annonce qui a été faite par les responsables du rassemblement des bâtisseurs qui avaient appelé à une vaste campagne d'adhésion physique au sein de ce mouvement. Ensuite, quelques jours après, rétropédalage, déjà qu'il y a eu des voix qui se sont élevées au sein du RDB pour condamner justement la sortie du premier responsable qu'est Ange Kavenzigou. Ensuite, il y a eu le rétropédalage où cette opération a été, je pense, différée. Il y a eu cette sortie de la secrétaire générale du Parti démocratique gabonais. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce branle-bas de combat? Ben, le vin est tiré, il faut le boire. Et je pense que ce branle-bas de combat peut s'expliquer par des luttes de positionnement au niveau de l'appareil étatique. Et je pense que pour prendre le cas du RDB, le Rassemblement des bâtisseurs, on peut tout dire sur mon jeune frère Ange Kavenzigou, que je connais assez bien, mais dans mon fort intérieur, je me dis, Ange Kavenzigou ne pouvait pas faire une telle annonce de faire basculer le RDB en un parti politique sans l'aval du chef de l'État. Mais maintenant, je pense qu'il a manqué de tact politique parce qu'il aurait pu renvoyer l'ascenseur au président en disant « Vous-même, vous aviez été en amont pour annoncer la création du Rassemblement des bâtisseurs. Il vous revient la primeur d'annoncer la transformation de cette plateforme en un parti politique. » Je pense que c'est là où il y a eu un manque de tactique politique pour le jeune Kavenzigou. Il ne lui appartenait pas d'annoncer, même si peut-être il aurait eu l'autorisation de le faire, mais il devait renvoyer l'ascenseur. Il n'y a que le président de la République, nouvellement élu, à qui revenait la primeur d'annoncer la création de son parti politique ou bien le basculement du RDB en un parti politique. Maintenant, quant à la déclaration du ministre Angélique Ngoma, secrétaire général du PDG, vous savez, ce que les Gabonais ont toujours condamné au sein du PDG, c'est la martialité du ton qui frise un peu l'arrogance. Parce que voilà un parti qui a été sauvé de justesse, dont on a demandé la suspension au niveau du dialogue national inclusif. Le PDG doit faire profil bas. Même en continuant d'exister, le PDG Vous estimez que le PDG doit raser les murs? Non, pas raser les murs. Le PDG doit s'exprimer. Pourquoi on est dans un contexte démocratique? Mais pourquoi le PDG devrait-il faire profil bas? Je m'explique. Le PDG porte quand même la responsabilité de la destruction de ce pays, si vous voulez que je le dise aussi. Même s'il y a eu des acteurs. Mais le PDG est rendu responsable. Et il appartient aux dirigeants du PDG aujourd'hui, tout en existant, tout en jouant dans le jeu politique et le jeu démocratique, de rester humble. Mais la martialité du ton n'a pas sa raison d'être pour dire n'en déplaise à ces détracteurs. Mais les détracteurs du PDG, c'est l'ensemble des Gabonais qui ont décidé que le PDG s'était rendu coupable d'un acte de trahison avec tous les méfaits dans le pays. Donc, ce parti doit changer de ton. C'est tout ce que je dis. J'ai des amis. Mais au nom de l'inclusivité, on a bien vu que lors de cette campagne... Personne ne demande que le PDG soit exprimé. Oui, mais au nom de l'inclusivité, Jonathan, quel que soit cette martialité du au nom de l'inclusivité. Mais au nom de l'inclusivité, on a bien vu que durant cette campagne présidentielle, les personnalités du Parti démocratique gabonais, et pas de moindres, ont été dans l'appareil qui a conduit Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle, à l'élection présidentielle, à être élu par les Gabonais, pas des moindres. On a bien vu ces figures tutélaires du PDG sur l'ensemble du territoire qui ont porté la voix de l'ancien régime durant cette dernière décennie sur l'ensemble du territoire, dans toutes les 9 provinces du Gabon.
Ce sont ces personnalités-là qu'on a vu battre campagne aux côtés du Rassemblement des bâtisseurs. Pourquoi aujourd'hui estimer qu'il faudrait qu'ils se taisent, Jean-Christian Kambila? Monsieur Pambo, oui, nous avons vu effectivement des personnalités éminentes du Parti démocratique gabonais figurer déjà au sein du gouvernement de la transition. On en a vu autour du président candidat au cours de cette élection présidentielle. Mais lorsque l'on a été associé à la gestion de la transition dans une optique d'inclusivité, nonobstant le mécontentement qui pouvait être visible au sein d'une partie du peuple, sinon de la grande majorité du peuple, et que l'on a été associé à la campagne victorieuse du candidat du Rassemblement des bâtisseurs, je pense que Madame le secrétaire général, qui a eu une longue expérience gouvernementale et de la gestion de la chose publique, aurait gagné à adopter un ton moins conquérant et moins triomphaliste aussi. Le président de la transition lui-même, dès l'annonce des résultats officiels par le ministre de l'Intérieur, les a accueillis avec beaucoup d'humilité, n'est-ce pas, en ayant pleinement conscience des défis économiques, des défis sociaux énormes et politiques qui l'attendent au cours du prochain septennat. Maintenant, je voudrais revenir rapidement sur la question que vous posiez à Jonathan Toutoum Ngom concernant la sortie du coordonnateur général du Rassemblement des bâtisseurs, Ange Kevin Nzigou. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais lorsque j'ai essayé d'analyser le sens de sa sortie, je pense que M. Kevin Nzigou se dit que, et ce qui est juste de mon point de vue, que le président de la République a été démocratiquement élu, non pas seulement par le Rassemblement des bâtisseurs, mais par l'ensemble des forces politiques et des forces vives de notre pays. Et la Ve République en France, n'est-ce pas, qui nous sert de modèle, n'est-ce pas, confère au président de la République, élu démocratiquement, un statut, n'est-ce pas, et qui le hisse au-dessus des partis politiques. Et je pense que le procès qui est fait à Ange Kevin Nzigou doit être relativisé. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu, n'est-ce pas, président de la République de façon démocratique et transparente, et cela le hisse au-dessus des partis politiques. Si lorsqu'il a créé la plateforme présidentielle qu'est le RDB, il était en position de candidat et il pouvait faire cette annonce-là, mais devenu président de la République démocratiquement élu, donc au-dessus des partis politiques, n'est-ce pas, il ne lui revient pas absolument de faire cette annonce-là. Et on l'a vu en France, toute étude se nourrit de comparaisons, M. Toutoum Ngom souffrait de m'écouter. On a bien vu en France, lorsque Emmanuel Macron, ministre dans le gouvernement de François Hollande, n'est-ce pas, a démissionné pour créer son mouvement, et plus tard, lorsqu'il est devenu candidat à l'élection présidentielle et qu'il a été élu, n'est-ce pas, la transformation de son mouvement en parti politique, du moins l'annonce, n'a pas été faite par lui. Cette annonce-là a été faite par le secrétaire général, n'est-ce pas, du mouvement qui a appelé à l'Assemblée générale et qui a appelé à la transformation du parti. Et donc, Ange Kevin Nzigou, sans doute nourri par son long vécu métropolitain, a estimé que, instruit des responsabilités qui sont les siennes, et sachant que le président était désormais au-dessus des partis, il pouvait, lui, humblement initier cette réflexion. Alors, comment on peut expliquer ce qui s'est passé quelques jours après? Il y a eu des voix qui se sont élevées, ensuite ce rétropédalage. Oui, effectivement, parce que au sein de la plateforme, tout le monde n'a pas encore véritablement assimilé, n'est-ce pas, le statut du président de la République dans la Ve République naissante, qui fait de lui l'arbitre au-dessus des partis. Et donc, on a encore tendance à ne pas dissocier le président de la République du président de la plateforme.
Et donc là, je pense que c'est au niveau du rassemblement des bâtisseurs, n'est-ce pas, que doit naître cette culture républicaine, différenciant le chef de l'État démocratiquement élu du président candidat qui a appelé, n'est-ce pas, à la mobilisation au sein de la plateforme présidentielle. Jonathan Toutoum, est-ce que ces séquences qu'on est en train de vivre n'augurent pas, justement on a parlé de branle-bas de combat, évidemment, en apparence il y a cette accalmie, mais évidemment que dans les couloirs, dans les salons feutrés, on a dit l'heure des grandes manœuvres. La recomposition du paysage politique, il y a les futures échéances électorales qui se profilent à l'horizon, la présidentielle, plutôt les législatives, pardon, et les locales, entre le RDB qui veut se muer en parti politique, le Parti démocratique gabonais, les autres formations politiques également, l'ensemble des forces vives de la nation. Comment faire pour pouvoir maintenir cet équilibre-là? Non, mais je pense qu'il appartient au président. Il appartiendra au président de maintenir les équilibres de toutes les forces qui l'ont soutenu. M'inscrivant en faux par rapport au développement que Jean-Christian venait de faire, c'est vrai que le président, une fois élu en tant que président de la République, est au-dessus des partis. Mais rien ne dit que le président ne doit avoir un parti. Il vous souviendra, il a pris l'exemple d'Emmanuel Macron, mais je lui prendrai l'exemple plus proche de nous, Faure Gnassingbé et Sezugna, le fils de Yadema. En accédant au pouvoir, il a créé son parti politique. Non, c'est peut-être vous qui apportez un jugement de valeur. Moi, je ne vais pas violer les circonvolutions diplomatiques en traitant de mauvais exemples. Le cas d'un pays ami qui venait d'ailleurs de féliciter fort bien notre président de la République élu. Je pense que les usages démocratiques ne me le permettent pas. Mais les usages diplomatiques plutôt ne me le permettent pas et ne devraient pas vous le permettre. Alors non, je n'intterviens pas ici en tant que pouvoir apporter un jugement de valeur sur un pays au niveau d'un pays ami. Donc, de ce point de vue, je pense que rien n'interdit encore, ni le code électoral, ni la Constitution, rien n'interdit au président de la République de faire l'annonce d'un parti de la création de son parti politique. Mais pourquoi vouliez-vous que ce soit spécialement le président qui vienne faire des annonces? De ce point de vue, mais il y a ce qu'on appelle le respect du parallélisme des formes. Et c'est là-dessus que l'intervention de Justine Lekogo a été intéressante. Vous savez, je ne peux pas condamner Ange-Kevin Zigou si... tu sais les relations que nous avons ensemble. Mais je dis, le petit frère a manqué. Ce que vous décrivez n'a rien à voir avec le fait qu'il ait annoncé la transformation des bâtisseurs en partis politiques. La lutte commence au sein des bâtisseurs. Non seulement les bâtisseurs contre d'autres formations politiques, contre d'autres plateformes, mais aussi à l'intérieur même des bâtisseurs avec la lutte de positionnement. C'est un groupe de jeunes à qui le président a fait confiance. Il a créé... Qui manque d'expérience sur le plan politique. Et le président crée un grand mouvement de ce genre qu'il confie à la gestion des jeunes. Mais ces jeunes, d'abord, ils sont ambitieux. Et leur ambition fait en sorte qu'il y ait des querelles de leadership entre eux. Ça peut se comprendre. Même dans les vieux partis, il y a des courants. Ces courants expriment quoi? La guerre de leadership. Ça peut se comprendre. Donc, la situation que vivent les bâtisseurs aujourd'hui l'a été depuis sa création. Je connais des partis politiques qui ont dit de manière véhémente qu'ils n'entendaient pas se mettre sous la coupole de Ange-Kevin Zigou. Ça, tout le monde le sait que mon jeune frère Ange-Kevin Zigou a été véhément parmi les véhéments contre le PDG. Et le PDG n'entendait pas se mettre sous la coupole des bâtisseurs dirigés par Ange-Kevin Zigou. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut expliquer la sortie du Parti démocratique gabonais lorsque la secrétaire générale dit clairement que ce parti-là va participer aux prochaines échéances électorales, en déplaise à ceux qui pensent le contraire? Oui ou non? Monsieur Pambo, vous savez bien que... Est-ce qu'on n'est pas là face à un dilemme? Monsieur Pambo, vous savez bien que le président candidat à l'époque, n'est-ce pas, a pris à contre-pied, n'est-ce pas, plusieurs observateurs de la vie politique nationale. Il y a des associations, pour ne pas dire une association, qui semblait avoir le monopole de l'investiture du président... Vous voulez parler de l'association Siman qui est devenue la pensée patriotique. Du président candidat. Oui. On a pensé à un certain moment, du moins on a craint, que le PDG... aussi, n'est-ce pas, eu à investir le président candidat à cette élection-là. Et donc,
le président candidat a créé une plateforme. Il a lancé un appel aux différentes structures, aux personnalités politiques, aux personnalités morales, n'est-ce pas, de venir se greffer autour de cette plateforme présidentielle. Lorsque le président candidat a fait cette annonce, on a également craint un retour au monolithisme, on a craint un retour au parti unique. Dieu merci, le président avait indiqué qu'une fois l'élection terminée, chaque structure politique ou associative devait reprendre son autonomie. Et à partir du moment où l'élection est terminée, que chaque structure doit reprendre son autonomie, on ne peut pas nier qu'il faut au président de la République une majorité demain pour gouverner. Mais pourquoi vous condamnez alors le PDG, la sortie du Parti démocratique gabonais qui reprend son autonomie? Il n'y a pas de procès contre le PDG. Il n'y a pas de procès. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un débat, et lorsque les différentes forces politiques qui ont soutenu le président sont allées dans cette campagne présidentielle, certaines de ces forces-là avaient en toile de fond déjà la projection vers les prochaines élections intermédiaires. Et à partir de ce moment-là, le débat, il est d'actualité, et donc le rassemblement des bâtisseurs ne peut pas se priver de ce débat-là. Ce débat-là s'impose à eux, car il faut au président, n'est-ce pas, une structure politique qui puisse garantir son autonomie par rapport aux différentes formations politiques qui attendent le retour de l'ascenseur, n'est-ce pas, à l'issue de l'élection présidentielle. Je pose la question au docteur politique en géostratégie, si on peut, les deux. Alors, est-ce que le rassemblement des bâtisseurs qui s'est mis en parti politique pourrait venir désarticuler l'architecture politique au niveau de la démocratie gabonaise? Ce sens que le rassemblement des bâtisseurs, ça reste la machine du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a une vision. Et aujourd'hui, il surfe donc sur ce capital sympathie dont il jouit depuis le 30 août 2023. Ça veut dire que des partis comme le PDG et les autres, comment ils font? Moi, j'ai envie de vous dire franchement, ce que je pense, c'est que si effectivement le président de la République se dotait de son propre appareil politique, fût-il le rassemblement des bâtisseurs, cet appareil politique va vider la substance des autres partis. Et c'est ce que craignent ces formations politiques intermédiaires qui ont soutenu le président. Vous savez, le rassemblement des bâtisseurs, le président en a voulu un appareil de rassemblement où toutes les forces politiques qui devaient le soutenir devaient y entrer. Et de ce point de vue, si maintenant le rassemblement des bâtisseurs devenait un parti politique et le parti du président, j'ai peur que les autres partis ne soient vidés de leur substance, surtout sur le plan des militants. Parce que, ceci dit, l'enjeu ici, c'est le pouvoir. Et le rassemblement des bâtisseurs devenant un parti du pouvoir, détenant le pouvoir, il est évident qu'il va agir comme un morceau d'aimant au milieu de plusieurs morceaux d'acier. Il va capter tous ces morceaux d'acier-là, que sont les militants. Et c'est ce que craignent les autres formations politiques, et dont le PDG, et donc d'autres partis politiques, parce que substantiellement, plusieurs militants vont partir. Regardez ce qu'a été le siège du Rassemblement des bâtisseurs dès sa création. Mais diantre, le quartier Okala est devenu la petite capitale gabonaise où on ne pouvait plus circuler librement. Tant il y avait un bouchon, un embouteillage monstre. Donc, de ce point de vue, et je vous l'ai souvent dit ici, c'est que un président doit avoir son appareil politique. Au risque d'être comme Amadou Toumani Touré l'a été, au risque de connaître les déboires que connaît aujourd'hui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a créé son mouvement politique, son parti politique, bien après. Ça n'a rien à voir au niveau de l'ancrage national, comme le Parti socialiste, comme le Parti national de Marine Le Pen, comme l'ancien RPR qui est devenu UMP, qui est devenu aujourd'hui les Républicains. C'est des partis cinquantenaires qui ont un ancrage. Or, lorsque Emmanuel Macron vient créer son parti politique,
ça ne pèse pas trop. Et vous voyez le déboire qu'il a aujourd'hui. C'est la même chose qu'ATT a connu, c'est-à-dire qu'il a voulu compter sur les associations, sur les partis politiques qui l'ont porté au pouvoir. Mais, or, dès que vous n'avez pas votre appareil politique, celui qui est le président du groupe parlementaire au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ce sont eux qui dirigent véritablement le pays. Et vous n'êtes là que président honorifique. Or, pour un président de la République, il lui faut un appareil politique pour avoir une majorité avec laquelle il entend gouverner. Et c'est cela qui fait peur aux autres partis politiques, que le président se dote de son propre appareil. Et moi, si je pouvais conseiller le président, c'est qu'il faut lui demander de créer son parti politique. Je ne parle pas des bâtisseurs, je ne parle pas d'autres, mais je dis, quitte à lui de faire le choix souverain qui est le sien, pour créer son appareil politique. Alors, Jean-Christian Combina, sur le modèle justement de la création du Rassemblement des bâtisseurs, qui a été le véhicule qui a conduit donc la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema sur le terrain, composé de partis, d'associations, de fédérations, d'ONG, au nom du consensus qui est finalement l'ADN de la politique, la démocratie gabonaise, craignez-vous justement que la démocratie gabonaise puisse ressentir le contre-coup de cette période post-électorale, finalement? Pas de contestation électorale en lien avec l'élection elle-même, mais le repositionnement pourrait entraîner quelques graissements dedans. En effet, M. Ntoutoungom a mis le doigt là où ça fait mal. Et vous comprenez tout le sens du procès en sorcellerie et qui est fait à Ange Kevin Nzigou, n'est-ce pas? On lui fait le reproche de l'inopportunité de l'ouverture de ce débat-là. Mais ce débat-là doit être ouvert. Ce débat doit être ouvert parce que le président nouvellement élu à la tête de l'État a besoin d'avoir sa propre structure politique. Et il est évident que cette structure politique-là va nécessairement s'inscrire dans la dynamique populaire que l'on a observée au cours de cette élection présidentielle. Et je pense que Ange Kevin Nzigou, certains diront qu'il est mauvais stratège, mais je pense que dans sa stratégie en tant que coordonnateur, s'est dit que le moment est opportun pour ouvrir ce débat et pour attirer vers le rassemblement des bâtisseurs, n'est-ce pas, tous ceux qui n'ont peut-être pas pu élire le président de la République ou qui ont hésité et que c'était le moment, n'est-ce pas, de les embarquer dans cette dynamique populaire-là. Parce que, voyez-vous, dans peu de temps, le président va rendre public son cabinet après son investiture. Il va rendre public la composition du gouvernement. Et lorsque l'on voit la forte mobilisation populaire dans les différentes provinces, on mesure bien qu'il y a de fortes attentes politique, n'est-ce pas, derrière ces différentes mobilisations populaires. Et donc, la composition du cabinet présidentiel, la composition de l'équipe gouvernementale, tout cela va forcément faire quelques petits déçus. Et vous voyez bien que si ces déçus-là retournent dans leurs différents bastions, exprimer, partager leur déception avec les populations, et que à ce moment-là, le coordonnateur général du Rassemblement des bâtisseurs invite à venir s'inscrire, vous verrez que la dynamique ne sera pas forcément la même que celle que l'on a observée dès, n'est-ce pas, l'invitation qui a été faite initialement aux populations potentiellement adhérentes, n'est-ce pas, au Rassemblement des bâtisseurs. Donc, en effet, oui, une nouvelle formation politique du président de la République pour l'accompagner, n'est-ce pas, au cours de ce magistère-là, est nécessaire. Mais avec qui? Forcément, pas forcément avec les recyclés des anciens partis, n'est-ce pas, qui ont navigué à tout moment dans l'une et l'autre des formations politiques, mais aussi avec une nouvelle élite politique constituée de compatriotes établis ici comme dans la diaspora, car il faut effectivement renouveler les écuries et les populations attendent là aussi, n'est-ce pas, un signal fort
n'est-ce pas, de la part du chef de l'État dans le renouvellement des élites politiques, Parce que- pas seulement dans le renouvellement des élites gouvernementales et administratives. Oui. Parce que vous savez, ce qu'il dit est important parce que pour un homme politique, à chaque fois qu'un leader politique s'entoure des figures neuves, c'est sa virginité politique qui est refaite. Et c'est pourquoi vous voyez à chaque fois, les chefs d'État et de gouvernement ont toujours renouvelé leur entourage. En fait, il y a un adage qui dit, si tu nettoies quelqu'un, tu te salis à ton tour. Si tu t'entoures des mêmes figures, ça fait que vous n'apparaissez plus comme nouvelle figure politique parce que tous ceux qui vous entourent sont des figures connues. Mal connues ou bien connues, mais sont des figures connues. Donc il est nécessaire pour un chef d'État de renouveler à chaque fois ceux qui l'entourent pour refaire sa virginité politique. Mais un autre problème se pose. Oui. Le président, dès que la Cour aura rendu les résultats, aura proclamé définitivement les résultats, le président prêtera serment. Mais après la prestation de serment, comment le président gouverne? Est-ce qu'il convoque les élections législatives et les élections locales tout de suite parce qu'il lui faut une majorité? Si le président doit d'abord attendre la nouvelle loi sur les partis politiques, un nouveau découpage électoral, ce qui est normal, soit le président en ce moment-là légifère par ordonnance, mais pour combien de temps? Soit le président gouverne avec le Parlement de transition. Or, avec l'élection présidentielle, la transition est censée avoir terminé. Donc, continuer à gouverner avec le Parlement de transition, ce Parlement de transition, pour ne pas dire comme Babesolo, est devenu caduc et anachronique. Et donc, de ce point de vue, il faut bien qu'on se pose des questions. Comment est-ce que le président va gouverner dans la période c'est le qui premier chantier. précède C'est le avant premier chantier. la convocation des C'est élections? le premier chantier. législatives Jonathan locales. Totomgom, on sait évidemment que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu sur la base de son projet de société qui va se muer en programme de société avec des priorités. Mais le point que vous venez de soulever apparaît aujourd'hui comme la priorité sur le plan de l'architecture institutionnelle. Absolument. Il faut qu'on se pose la question, il faut que le président nous sorte une de ses ficelles rares, c'est-à-dire comment est-ce qu'il entend gouverner, avec quelle force intermédiaire, puisque le Parlement de transition est devenu anachronique et caduc avec l'élection présidentielle qui marque la fin de la période de transition. Donc, ce Parlement de transition, en principe, ne devra plus exister dès que le président aura prêté serment. Mais où il fait le choix de légiférer par ordonnance. Mais légiférer par ordonnance, pendant combien de temps dans l'attente des élections législatives et locales qui devraient donner au président une majorité au niveau du Parlement. Mais se pose une autre question. Tous les partis politiques ont soutenu le président. Qui sont ceux qui vont prendre les contre-pouvoirs? Comment on fait? Dès l'organisation des élections législatives et locales, le président verra bien des forces qui pèsent. Mais pour constituer la future majorité au Parlement et dans les assemblées locales, mais qui sont les partis qui prennent le rôle de l'opposition? Parce qu'il faut, dans un système démocratique, il faut qu'il y ait une opposition pour faire les contre-pouvoirs. Sinon, concentrer trop de pouvoir au maître président où tous les partis politiques soutiendraient le président, cela mettrait notre démocratie en danger. Où le président n'aura plus de coups de franche pour savoir qui est qui fait quoi. Et ça risque de lui donner trop de pouvoir au point de commettre parfois certaines erreurs qui auraient dû être évitées s'il y avait des partis qui pouvaient lui dire « Attention, monsieur le président, là, cette voie semble la moins bonne pour votre action. » C'est votre conclusion, Jonathan Totomgom. Monsieur- Jean-Christian Kombina, Oui. juste de conclusion. Oui, je pense que je vais devoir emboîter le pas à Jonathan Doutoumgom sur cette question de la gouvernance politique, n'est-ce pas, du président démocratiquement élu. Et nous pensons humblement que l'une des premières tâche politique sur laquelle est attendu le président, c'est la composition, n'est-ce pas, du prochain exécutif. C'est la composition du prochain exécutif, car ce sera le gouvernement qui sera nommé très prochainement et qui organisera les élections intermédiaires. Je ne pense pas que dans l'opinion, on soit convaincu que cette tâche-là
politique d'organiser les prochaines élections législatives et locales reviendra au gouvernement de la transition. Donc, c'est une tâche qui reviendra au prochain gouvernement et donc la nomination, n'est-ce pas, des différents membres de cette équipe gouvernementale-là, n'est-ce pas, est un enjeu majeur de ce que sera la gouvernance et le style de gouvernance politique du président démocratiquement élu. Merci Jean-Christian Combila, merci beaucoup d'être passé dans cette émission 21h, le grand rendez-vous. Merci également à vous, Jonathan Tuntum Ngom. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement sur Télé Africa pour continuer à décrypter l'actualité politique qui prévaut dans notre pays. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.